Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir des gens très intéressants sur le sujet que nous avons sur la protection des renseignements personnels. Comment s'en départir, comment s'organiser avec tout ça comme syndicat de copropriété. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Valérie Couture, l'animatrice de votre soirée, gestionnaire chez Condo Stratégiste. Ce soir, je reçois Maître Yves Jolicoeur, que vous connaissez tous, mais je vais quand même prendre le temps de le présenter. Maître Jolicoeur est associé chez Dunton Rainville et naturellement avocat émérite en copropriété pour sa grande partie de sa pratique. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir. Et pour nous accompagner, une nouvelle arrivée associée aussi chez Dunton Rainville, Maître Raphaël Lévesque. Maître Lévesque est en pratique en droit depuis 2016. Elle détient aussi un MBA. Elle est très impliquée dans le droit de la construction. Vous me corrigerez, Maître Lévesque, si je me trompe, en copropriété, en vice caché, en immobilier. Donc, elle sera d'une précieuse aide ce soir pour notre sujet que nous avons. Bonsoir, Maître Lévesque. Bonsoir, merci de l'introduction. Merci d'être avec nous ce soir. Donc, notre commanditaire avec nos deux associés qui sont là ce soir est le bureau de Dunton Rainville, avocat et notaire. Donc, merci à Dunton Rainville de commanditer la web radio de ce soir. Nous avons notre partenaire régulier qui est le RGCQ. J'invite les administrateurs et les copropriétaires à se mettre membre du RGCQ pour beaucoup de raisons qui seraient trop longues à énumérer, mais c'est important. Ça vous permet d'avoir accès à des formations à très peu de coûts, sinon pas de coûts. Vous pouvez aussi participer à des colloques et des activités comme ça. Vous recevez de la documentation, etc., etc. Donc, dans l'industrie actuellement de la copropriété qui change à vive allure, c'est une bonne chose. Et il y a des prix pour les gens, pour les individus, et il y a des prix pour les syndicats. Donc, on vous invite à contacter le RGCQ afin de pouvoir vous joindre à la grande famille du RGCQ. Donc, pour poursuivre et débuter plutôt notre web radio de ce soir, vous savez qu'on est dans une période qui est assez partagée, je dirais, puisqu'on on est toutes sur l'informatique, on est toutes sur des téléphones intelligents, on a accès à toutes sortes de données en l'espace d'un clic. Et de plus en plus, ben, les gens rendent leur vie publique un peu sur les réseaux sociaux. Donc, on a énormément d'informations sur les gens, tout ce qui est sur l'Internet actuellement. Mais au revers de ça, on vient demander aux entreprises, corrigez-moi mes deux chers avocats ce soir, mais c'est pour les entreprises, qu'on vient encadrer et s'assurer de la protection des renseignements personnels qu'il faut protéger. Donc, c'est un peu les deux pôles. On dit, on met tout disponible, mais après ça, on dit, oh, 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 faites attention, il ne faut pas que la transparence vienne dénoncer des informations qui sont personnelles. Donc, pour commencer, ma première question sera pour Maître Lévesque ce soir. Si on tient compte de l'article 1070 du Code civil, que les procès-verbaux doivent être rendus disponibles aux copropriétaires. Comment on fait ça si on ne veut pas transgresser la protection des renseignements personnels? Oui, justement, l'article 1070 prévoit que les registres de copropriété doivent contenir les procès-verbaux. Il y a deux types de procès-verbaux, à titre de rappel. Il y a les procès-verbaux aussi qui résultent des assemblées de copropriétaires, mais il y a aussi les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Donc, c'est deux types de procès-verbaux qui doivent se trouver dans les registres de la copropriété. Et c'est de trouver le juste équilibre entre les deux obligations, c'est-à-dire l'obligation du syndicat de transparence envers les copropriétaires, mais également la protection des renseignements personnels qui doivent se trouver à l'intérieur des procès-verbaux. Donc, c'est tout à fait exact de dire qu'il faut porter une attention particulière à ce qui se retrouve dans ces procès-verbaux-là, dans les registres de copropriété, pour assurer là, un équilibre entre ces deux obligations. Si on parle des procès-verbaux d'Assemblée générale, il y a un moins grand risque puisque ben, les gens étaient à l'Assemblée. Déjà là, on a une différence. Si on parle des procès-verbaux qui sont du conseil d'administration,
naturellement, c'est un peu plus, comment je dirais, c'est un peu plus dans un vase clos puisque les gens ne sont pas là, les copropriétaires n'y participent pas. Donc, ça nous amène à, comment je dirais, ça nous amène avec deux choses. On dit qu'on a un registre qu'il faut rendre disponible. Là, la question, j'invite Maître Jolicoeur aussi à continuer dans cette voie-là, dans le sens où on dit qu'il faut rendre disponible. On a des procès-verbaux de l'Assemblée générale. Bon, c'est plus facile parce que, comme je viens de le dire, les gens sont là. Et après ça, on a le procès-verbal du CA. Premièrement, on va voir, j'imagine que vous allez couvrir qu'est-ce qu'on met dans un procès-verbal. Puis, à partir de là, qu'est-ce qu'on rend disponible du procès-verbal qui a été rédigé? Ben, dans un premier temps, comme vous l'avez souligné, il y a une volonté du législateur d'avoir l'ordonnancement des documents qui sont colligés, notamment le registre, plusieurs documents, notamment des procès-verbaux. Ma consoeur Beth Lévesque l'a souligné, il y a une obligation très stricte là-dessus. Et les copropriétaires ont un droit d'accès, au registre, ont le droit de recevoir les procès-verbaux. Et dans le cadre de la réforme du Code civil par le projet de loi 16, le législateur est venu quand même normer la capacité des copropriétaires de pouvoir consulter les registres de la copropriété. Et le conseil d'administration et l'organe de décision en cette matière, c'est lui qui doit, dans le fond, prévoir les modalités de consultation. Le législateur est très, très, très clair. S'il y a une consultation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse je ne peux pas l'expression, le monitoring de cette consultation parce que on ne veut pas qu'un copropriétaire puisse rentrer dans les bureaux du syndicat et dire, ben, écoutez, montrez-moi donc tous ces caisses-là. Je vais fouiller, je vais regarder ce qui m'intéresse et si je viendrai peut-être à 10 heures ce soir, ben non, le législateur nous permet, dans le fond, de normer les heures de consultation, les modalités de consultation et les personnes qui vont être présentes, et le cas échéant, de prévoir des frais raisonnables pour des copies qui pourraient être demandées lors de la consultation. Donc, vous voyez que ce n'est pas une porte ouverte à tout type de vérification de la part des copropriétaires, d'autant plus, puis ça va être le sujet de notre web radio ce soir, il y a énormément d'informations de nature personnelle dans ces registres-là. Donc, ça prend ce que j'appellerais un chien de garde pour faire en sorte de limiter l'appétit de certains copropriétaires sur des informations qui sont de nature confidentielle. Effectivement, parce que il y a des choses. Vous comprendrez quand on a notre conseil d'administration qui il nous demande de prendre un procès-verbal. Et bon, l'exemple que je peux penser maintenant, c'est copropriétaire qui est en retard dans ses charges communes. Bien, on avait l'habitude avant, quand on ne devait pas rendre public les procès-verbaux aux copropriétaires des conseils d'administration dans les 30 jours, de mettre plusieurs informations parce que franchement, il y avait très peu de gens qui se manifestaient le droit de demander de venir vérifier tout ça. Mais là, bon, il faut rendre ces documents-là disponibles. Il faut mettre de l'information parce que les administrateurs veulent que le débat, pas en entier, mais que les idées, qui et quoi, qu'on soit capable de retracer cette information-là. Donc, ben, je pense que ma première question, c'est qu'est-ce qu'on met dans un procès-verbal? Puis après ça, on va pouvoir démystifier comment on peut voir si on doit enlever de l'information avant la visite de l'individu que vous faisiez référence, M. Jolicoeur, qui veut venir à 10 heures le soir, venir voir les documents. Donc, comment on s'arrange pour être comme conseil d'administration respectant les lois, mais aussi protégeant l'information de nos copropriétaires? On ne veut pas non plus que la personne qui a fait une plainte contre moi comme son voisin, que je vois exactement qui a fait la plainte, ces choses-là. Là. Bien, il y a différentes façons de procéder. Maître Jolicoeur pourra vous parler d'une politique à mettre en place, mais notamment le caviardage, c'est une des façons de procéder qui est la plus facile. Je dis plus facile, mais avec un bémol, parce que c'est pas toujours facile de caviarder des documents de plusieurs pages, surtout lorsqu'un copropriétaire demande d'avoir accès au registre de façon large, sans préciser les documents qu'il désire
consulter. Mais le caviardage est primordial lorsque des informations sensibles et des renseignements personnels se retrouvent là, dans les procès-verbaux. Donc, oui, il doit y avoir une personne qui, comme Gilles Coeur l'a mentionné, qui est présente lors de la consultation des registres, mais on doit également, avec les modifications apportées à la loi sur la protection des renseignements personnels dans le milieu privé, nommer une personne aussi responsable de cette protection-là pour veiller à ce que les informations personnelles soient justement protégées et caviardées dans un cas, que ce soit consultation des registres ou de transmission d'une copie aussi au copropriétaire dans les 30 jours. Je dirais, Mme Couture, peut-être pour rebondir sur le propos de ma consoeur, c'est qu'il y a une discipline à mettre en place aujourd'hui sur la gestion documentaire dans une copropriété. Il faut être préparé lorsqu'on produit un procès-verbal du conseil d'administration, de pouvoir distinguer ce qui est en zone interne de ce qui peut être en zone externe. Et externe, je vais le décliner en 2 volets. Externe aux copropriétaires, puis externe aux tiers. Et ça ne se décline pas de la même façon. En d'autres mots, là, évidemment, on est dans une approche Kalinours parfaite, là. Oui. Une réunion ce soir du conseil d'administration, je fais mon procès-verbal immédiatement, Kalinours. Oui. Puis, en plus, j'ai déjà une version où je vais enlever l'information de nature personnelle pour que quand quelqu'un va venir me demander, j'aurai déjà une série de documents déjà nettoyés, entre guillemets, qui pourraient être communiqués. Puis évidemment, vous allez me dire, oui, mais dans les petites copropriétés, là, ils ont déjà de la difficulté à tenir des procès-verbaux, ils ont déjà de la difficulté à tenir des assemblées, oui. Mais on va le voir un peu plus tard durant l'émission ce soir, il y a des conséquences énormes en termes d'advenant un brique sur la confidentialité. Et l'autre chose aussi, il faut s'attendre que les acheteurs, et on va le voir notamment avec la réforme du droit d'équité en matière d'achat, les acheteurs veulent aujourd'hui avoir des données sur la copropriété pour prendre une décision éclairée. Et c'est la base du projet de loi 16 qui a été présenté par la ministre Laforêt. On veut de la transparence. On veut que l'acheteur ait de l'information pour lui permettre de prendre une décision éclairée, mais pas trop pour pas qu'à un moment donné, il y ait des données personnelles qui soient communiquées à un prometteur acheteur qui peut-être n'achètera pas aussi. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, ce n'est pas toute transaction qui se matérialise. Ça se peut que le courtier immobilier obtienne dans son dossier de l'information qu'il va remettre à son acheteur, mais cette information-là, qu'est-ce qu'on en fait après la transaction? Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, puis surtout beaucoup de discipline dans la gestion documentaire de la copropriété. Absolument. Ça m'amène, vous avez parlé de votre dossier Carino sur son nuage, ça c'est super, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais le conseil d'administration pourrait tenir un procès-verbal avec des informations plus, comment je dirais, plus sensibles, puis pourrait partager toutes les résolutions, les extraire et en faire un extrait de cette réunion et le distribuer tel que la loi le prescrit dans les 30 jours, parce qu'il y a une question de Mme Lapointe qui dit justement, n'est-ce pas une obligation de faire parvenir les procès-verbaux dans les 30 jours? Absolument, Mme Lapointe. Mais est-ce que ma question, Maître Jolicoeur, peut aider Mme Lapointe, que ce soit juste les résolutions qui sont extraites, on a décidé d'embaucher un tel, on a reconduit un contrat, toutes ces résolutions-là pourraient être dedans sans avoir les débats et les idées de chacun? Oui, bien là, on rentre, c'est un sujet très intéressant, on rentre dans la gestion des procès-verbaux du conseil d'administration. Oui. Je vous dirais que c'est là qu'on a le plus d'informations sensibles, hein, parce que dans une assemblée annuelle de copropriétaires, on va parler des sujets généraux, le budget, on va parler des travaux à venir, mais on n'est pas dans les zones sensibles en termes d'information, alors que dans les réunions du conseil d'administration, bon, on a une panoplie de sujets. On peut parler peut-être des problèmes de santé d'une copropriétaire qui a des problèmes pour se déplacer. On va avoir parfois des problématiques également comportementales de certains propriétaires, des gens qui font de l'Alzheimer, on va en traiter. On va traiter de beaucoup d'informations qui relèvent de la confidentialité. Et est-ce que je suis tenu de communiquer dans les 30 jours, puisque je suis tenu de communiquer dans les 30 jours, est-ce que je dois communiquer cette information personnelle? Est-ce que je dois acheter des gros feutres noirs puis en mettre partout, puis à un moment donné,
finalement, il y a plus de noir que d'écrit sur Moi, je vous dirais que là-dessus, il faudrait avoir peut-être, entre guillemets, 2 types de procès-verbal. Le procès-verbal, celui qu'on va communiquer aux copropriétaires dans les 30 jours, le procès-verbal, je parle du conseil d'administration, et celui qui est pour des fins purement internes. Exemple, si ce soir, j'ai une réunion du conseil d'administration et je ne prends aucune décision, aucune, il n'y a aucune décision, la loi ne m'oblige pas à transmettre ce procès-verbal-là parce qu'il n'y a pas de décision. Mais disons que ce soir, on a une réunion du conseil qui dure 3 heures. Peut-être qu'on va faire un extrait du procès-verbal qu'on va transmettre au courrier sur les décisions prises. Puis si dans les décisions prises, il y a des informations de nature confidentielle, ben on sortira le feutre noir, puis on commencera. Je sais que c'est lourd, je sais que c'est. Mais de l'autre côté, je ne vois pas comment on peut traiter avec cette loi sans avoir cette rigueur dans la gestion de nos procès-verbaux. Je pense aussi que le législateur a voulu faire une distinction entre les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et des réunions du conseil d'administration parce qu'il y a vraiment une terminologie différente entre les 2 articles du Code civil à ce niveau-là. Entre l'article 1102.1 portant sur les procès-verbaux des assemblées et 1086.1 qui précise vraiment que c'est les décisions, les procès-verbaux des décisions en réunion qui doivent être transmis. Donc, l'obligation de transmission porte seulement sur les procès-verbaux des décisions qui sont prises par le conseil. Donc, si le conseil se réunit pour discuter d'une problématique à l'interne alors qu'il n'y a aucune décision prise, à notre avis, il n'y aurait pas d'obligation de transmettre un procès-verbal étant donné qu'il n'y a aucune décision prise lors de cette réunion. OK, super. Quand on a dit ça, Maître Lévesque, c'est quoi des renseignements? Tantôt, Maître Jolicoeur vient juste d'ouvrir un peu là, une personne avec un problème de santé mentale, tout ça. Mais outre ces 2 critères que Maître Jolicoeur a donnés, quels sont les renseignements qu'il faut faire attention pour claverder ou ne pas placer dans un recueil de résolutions qui pourrait être partagé, etc. Oui, puis la question est très pertinente parce que, bon, souvent, on se dit, bon, ben, dans une communication, il y a des informations personnelles, c'est clair, mais des fois, c'est un peu plus indirect. Par exemple, des adresses électroniques de courriel. À ce moment-là, c'est une information qui est considérée comme personnelle. Et l'article 1070 du Code civil prévoit bien que dans le registre, il y a, oui, les noms des copropriétaires et leur adresse postale seulement. Donc, tout ce qui est numéro de téléphone, tout ce qui est autre que l'adresse postale, donc, ça inclut les adresses électroniques de courriel électronique. C'est seulement sur consentement express du copropriétaire que ça doit se retrouver dans le registre. Donc, à ce moment-là, le conseil d'administration doit tenir un registre distinct si des informations justement personnelles de cette nature-là sont transmises au conseil d'administration. Par exemple, si on a une liste d'adresses courriel parce que les communications internes se font de cette manière-là, mais ça ne doit pas se retrouver dans le registre qui peut être consulté là, par les copropriétaires, mais dans un registre confidentiel qui est distinct. Donc, autre élément confidentiel qu'on peut retrouver, il peut avoir justement, par exemple, les numéros de téléphone, les informations relatives aux véhicules aussi, par exemple, les stationnements. Donc, les plaques, si le conseil d'administration recueille les différentes plaques d'immatriculation des copropriétaires pour s'assurer justement, des fois, on retrouve dans des règlements des déclarations de copropriété, des obligations qu'on ne peut pas louer à des tiers ou bien non à des visiteurs. Par exemple, s'il y a des stationnements visiteurs, on peut justement recueillir des informations sur les plaques. Donc, ça, c'est une information qui est personnelle et confidentielle également. Donc, il y a plusieurs informations qu'on peut obtenir de façon indirecte et qui servent à la bonne marche de la gestion de la copropriété, mais qui sont considérées confidentielles. Donc, il faut vraiment tenir un registre approprié, séparé du registre de consultation. Tout à fait. Puis j'ai une petite question que je pense que je vous avais fait parvenir cette semaine, mais on a de plus en plus, ben là, je ne vous annoncerai pas une grande nouvelle, mais on a beaucoup de sinistres dans les syndicats de copropriété. On fait intervenir des compagnies professionnelles qui viennent faire de l'assèchement et envoient un rapport au syndicat avec tout ce qui est abîmé, etc., et des photos des unités qui sont touchées. Donc là, des fois, j'ai un rapport, puis il y a 3, 4 unités qui sont touchées. Comme syndicat, le voisin me dit, ben moi, je veux le rapport parce que je fais partie des sinistrés, puis je veux voir le rapport. Mais là, il y a des photos qui sont incluses là-dedans. Et c'est assez personnel quand même, là, des photos avec le lit, la cuisine et tout ça. Alors, ça, c'est quelque chose que si on ben, je vous demande la réponse, on partage ça à qui, à quoi, puis etc.
Ben, pour ce qui est des rapports, moi, je suis tout à fait d'accord à l'effet que des photos d'une unité qui est privative peut renfermer des informations qui sont personnelles sur le copropriétaire. Donc, encore une fois, il faut faire attention lorsqu'on divulgue, que ce soit un rapport expert en sinistre ou un expert, par exemple, sur la structure, pour pas justement partager des images, parce que le droit, justement, à l'image, c'est un droit aussi qui est enchâssé par la Charte et le Code civil. Donc, de faire attention de ne pas divulguer des images qui pourraient comporter des informations personnelles là, sur des copropriétaires ou des locataires également. Hein. Oui, absolument, absolument. Et parfait. Ça, c'est une très bonne réponse. Puis, je pense que c'est clair que tout ce qui pourrait contenir des images, on pourrait parler des images caméras, ça fait partie, j'imagine, de ça. Si c'est pas une importance capitale, mais ça peut pas être partagé. Mais un coup qu'on a dit qu'est-ce qui est de l'information, on a parlé un peu de tout ça. Qu'est-ce qui arrive si on a premièrement, qu'est-ce qui arrive si on a une brèche d'information? On a malheureusement, puis je pourrais donner un exemple qui est flagrant dans certains syndicats. Un copropriétaire décide d'envoyer un courriel et il met tout le monde en copie. Donc, comme syndicat de copropriété, comme administrateur qui est avec nous ce soir, qu'est-ce qu'on fait quand on a un copropriétaire qui a commencé à envoyer toutes les adresses courriel de tout le monde? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais. Écoutez, dans un premier temps, si j'ai un copropriétaire qui a des données personnelles sur d'autres copropriétaires, le syndicat n'est pas en cause. Ce n'est pas quelque chose qui va nous interpeller. Il faut peut-être plus se poser la question, mais comment se fait-il que cette information-là entre ses mains? Est-ce qu'il y a eu un bris sur la confidentialité? Parfois, ça arrive. Le grand classique, Mme Couture, c'est des gens qui envoient un chapelet de courriel avec tous les adresses courriels des copropriétaires. Bien là, on a un bris, évidemment, de confidentialité. C'est un cas relativement simple. Et là, s'il y a un bris de confidentialité, bien là, le syndicat va devoir prendre des mesures pour déclarer ce bris-là. Et ça, c'est effectivement ce qu'on appelle un incident de confidentialité. Vous avez ce type d'incident est normé par l'article 3.6 de la loi. Et éventuellement, s'il y a des conséquences, la personne qui est désignée responsable par le syndicat va devoir aviser la commission d'accès à l'information et également la personne concernée, en autant que ce soit un incident qui présente un risque de préjudice sérieux. Et là, évidemment, c'est du cas par cas. C'est sûr que si on a communiqué l'ensemble des comptes de banque des copropriétaires parce qu'il y a des paiements préautorisés, il n'y a pas de doute là, que c'est un incident qui va être sérieux. On va devoir agir peut-être plus rapidement. Maintenant, c'est réellement du cas par cas. Le classique qu'on a actuellement, ben, c'est la question des adresses courriels où on a parfois des gens qui vont solliciter des copropriétaires pour des services alors que ce n'est pas du tout, dans le fond, l'objectif. Hein. Quand les copropriétaires remettent leur renseignement personnel au syndicat, c'est dans un objectif tout à fait bien arrêté, que ce soit un numéro de téléphone, que ce soit une adresse courriel, c'est uniquement dans la dynamique relationnelle entre le syndicat et les copropriétaires. Maintenant, tout n'est pas parfait. Puis on se posait la question l'autre jour au bureau, mais qu'est-ce qui arrive là, si notre déclaration de copropriété comporte comme obligation de convoquer les copropriétaires par courriel? Parce qu'on en est rendu là aujourd'hui. Oui, ben oui. Et qu'on a des copropriétaires un peu en zone de conflictuelle avec le conseil d'administration qui demandent, comme vous savez, la loi leur permet avec 10% des droits de vote de demander au conseil d'administration la tenue d'une réunion du conseil qui pourrait, par exemple, voir la décision des membres du conseil d'administration ou encore de modifier la déclaration de voter. La loi prévoit que si le conseil d'administration ne donne pas suite à cette demande-là dans les 21 jours, les copropriétaires qui en ont fait la demande peuvent prendre l'initiative de la convocation de l'Assemblée. Mais comment vont-ils faire s'ils n'ont pas les adresses courriels des copropriétaires, alors que nous, on dit que les adresses courriels des copropriétaires sont de nature confidentielle? Bien, c'est peut-être un cas d'exception. C'est peut-être un cas d'exception où, effectivement, le conseil devrait communiquer les adresses courriels
pour une fin bien déterminée d'une convocation d'une assemblée bien spécifique. Et là, le conseil va devoir prendre, dans le fond, agir avec toute la diligence en expliquant aux États qu'ils peuvent juste se servir de ces adresses courriels pour les fins de convocation d'assemblée. On est dans une loi qui est une loi de type très généraliste, cette loi sur la protection des renseignements personnels, qui s'applique à tout type d'entreprise, mais pas tout à fait bâtie sur mesure à l'égard de l'autorité. Donc, effectivement, il faut s'adapter, puis il faut réfléchir avant de la mettre en œuvre, cette loi-là. Parfait. Quand on a dit ça, ben là, il faudrait bien parler qu'il faut en mettre une en place, une politique. Alors, je ne sais pas si c'est Maître Lévesque ou Maître Jolicoeur qui veut répondre à ça, mais bon, on est là-dedans. On dirait qu'on est en train de mettre tout ça en place. Certains syndicats l'ont déjà, puis il y en a d'autres qui sont en train de le mettre en place. Comment on fait? Puis naturellement, on a affaire à des copropriétaires et des administrateurs ce soir qui nous regardent. Souvent, on a beaucoup de plus petits syndicats, puis on a aussi des grands syndicats. Est-ce que c'est la même chose? Comment je suis administrateur ce soir? Qu'est-ce que je fais? Ben, je peux prendre l'initiative, Raphaël, puis on pourra être complémentaires. On a bâti, dans le cadre de l'activité du RGCQ avec d'autres cabinets, une approche fédérative d'offrir des trousses d'accompagnement parce que le cadre financier surtout les petits syndicats n'est pas très, très grand. Donc, on a développé une trousse pour la protection des renseignements personnels qui vise à faire participer les conseils d'administration à cet exercice-là. Parce que si on vient dans un grand cabinet de Montréal demander une politique sur la protection des renseignements personnels, attendez-vous que la facture va être conséquente si on veut bâtir quelque chose. Donc, on a eu une approche plus fédérative, dans le fond, d'offrir cette prestation-là à l'ensemble des membres du regroupement des gestionnaires avec un prix réellement alléchant. Ceux qui sont nombres, ben, ils vont avoir un prix peut-être un peu plus élevé. Je reviendrai sur la question du prix. Regardons maintenant à quoi consiste cette trousse-là. Ouais. Oui, donc la trousse consiste en 3 étapes distinctes. La première, c'est un questionnaire préétabli par nous, en fait, qui est à remplir par le conseil d'administration du syndicat pour vraiment cerner les besoins du syndicat en matière de protection des renseignements personnels. Ensuite, dans un second temps, suivant les résultats de ce premier questionnaire-là, ben, on va monter une trousse vraiment qui vise la conformité du conseil d'administration avec du syndicat en conformité avec la loi. Et finalement, ben, c'est une rencontre qui est tenue avec le conseil d'administration pour expliquer la trousse et comment justement appliquer les outils là, qui sont contenus dans cette trousse-là. Donc, ça se fait vraiment en 3 temps et c'est complet. Et il faut rappeler aussi que la loi prévoit une obligation d'avoir une politique et que cette politique-là, par exemple, si les copropriétés ont une intranet, c'est bien d'avoir toujours accessible la politique sur les protections des renseignements personnels accessibles à tous là, pour savoir justement c'est quoi qui a été mis en place par le conseil d'administration et aussi protéger là, la responsabilité là, du conseil à ce niveau-là. Effectivement, bon point. Et sur la responsabilité du conseil, sur ça, je pense qu'on peut dire quelque chose, Raphaël, là-dessus, sur la responsabilité du conseil d'administration de ça? Oui, ben il faut faire attention parce qu'effectivement, la loi, depuis, qui est entrée en vigueur avec les modifications, maintenant, il y a des amendes, il y a des sanctions qui peuvent être administratives, mais il y a des sanctions aussi pénales qui sont prévues par la loi. Ça peut aller à plusieurs millions de dollars, là, que ce soit pour une personne morale. Puis, rappelons-nous aussi qu'un syndicat de copropriété est considéré comme une personne morale. Donc, non, tout à fait. Puis, la responsabilité peut être quand même assez importante là, si on contrevient à la loi. Autant du côté administratif que du côté pénal. Là. Donc, il faut faire attention. Puis c'est la commission d'accès à l'information qui vise l'application de cette loi-là. Donc, effectivement, les conséquences peuvent être assez importantes. De même aussi que des dommages découlant d'une fuite, qu'elle soit intentionnelle ou non, ben s'il y a une fuite d'information par rapport justement à la mauvaise application de la politique par inadvertance par le conseil d'administration, ben les copropriétaires, par exemple, ou les tiers dont les informations personnelles ont été divulguées, ben pourraient en subir des préjudices et avoir une poursuite en responsabilité civile là, contre le conseil d'administration et le syndicat, dans le fond. Okay. Puis on parle vous l'avez fait référence, on parle effectivement des montants assez impressionnants. Est-ce que vous me permettez de prendre quelques questions dans le chat parce que là, on est allé. Donc, Madame Lucier, elle demande est-ce qu'il y a une durée établie pour conserver les informations privées
dans le registre de la copropriété, non numéro de téléphone, d'anciens copropriétaires. Donc, est-ce qu'on peut épurer un petit peu la liste des anciens copropriétaires, etc., ou il faut toujours que ce soit conservé? Ça, je trouve que c'est une excellente question parce que des fois, on pense qu'un coup qu'ils sont partis, on peut peut-être effacer ça. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Ben, je pense que la première question qu'il faut se poser à chaque fois, est-ce que j'ai une pertinence à conserver des données personnelles? Si j'en ai plus, on la détruit. Si j'en ai une, on la conserve. Donc, puis je vais la conserver autant que faire se peut, en autant qu'il y a une pertinence. Est-ce que c'est pertinent de garder le numéro de téléphone cellulaire d'un copropriétaire pendant 25 ans? Ben, la réponse est non. On ne pose pas la question. Il a sûrement changé. Ben, sûrement changé ou il est peut-être dans un monde meilleur qui sait. Oui, c'est Alors, ça. donc, finalement, c'est toujours se poser la question, dire est-ce que j'ai besoin de cette donnée-là? Exemple, vous avez fait, Mme Couture, dans votre logement, des travaux de réhabilitation de la salle de bain. Puis là, vous avez déposé des factures du plombier, des entrepreneurs qui sont intervenus, qui ont peut-être même parfois touché un peu les parties communes. Bien, ça va être pertinent de conserver ça aussi longtemps que c'est possible, parce que, comme syndicat communautaire qui assure autant les parties communes que les parties privatives, j'ai besoin des données sur le bâti. Donc, ça, je vais les garder longtemps. Mais tout ce qui est renseignement personnel, exemple, un compte de banque d'un copropriétaire, je ne garderai pas ça après son départ. C'est évident. OK. Parfait. On a aussi M. Labrie qui dit est-ce qu'on doit comprendre qu'il est préférable d'avoir deux versions des PV du CA, une interne au CA et une sans renseignement personnel pour tous? Ben, en fait, il va y avoir une version du CA qui va amalgamer tout, puis une version du CA qui va, dans le fond, distraire des choses qui n'ont pas à être communiquées à des tiers. Parfait. C'est- Maître Lévesque, une question pour vous. Suite à votre commentaire, les copropriétaires doivent en être informés comment de cette politique? Donc, on met une politique en place. Comment on informe les copropriétaires que c'est maintenant arrivé dans notre registre? Oui, bon, la loi, comme le disait Maître Jolicoeur, s'applique surtout aux entreprises, donc n'est pas particulièrement adaptée aux syndicats de copropriété. Donc, la loi prévoit, par exemple, qu'une entreprise doit la diffuser sur leur site Internet ou, à défaut du site Internet, de prévoir un autre moyen pour mettre à la disposition cette politique-là. En matière de copropriété, c'est assez rare qu'un syndicat ait un site Internet. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'avais référé à l'intranet. Donc, la publicité de cette politique-là sur l'intranet, c'est une bonne façon de la diffuser. Sinon, effectivement, elle peut être incluse dans les registres de copropriété et également être diffusée là, aux copropriétaires pour être informés justement que le syndicat a mis en place une politique pour veiller à la protection de leurs renseignements personnels là, au sein de la copropriété. Donc oui, la Donc, réponse est oui. merci. Est-ce qu'on peut comprendre qu'une nouvelle déclaration qui verrait le jour aujourd'hui, cette politique-là serait-elle déjà planifiée dans cette déclaration-là? Il y aurait une mention sur les protections des renseignements personnels? Ou là, je ne veux pas vous poser une question trop complexe, mais est-ce qu'on pense que ce serait déjà dans la réglementation? La politique qui est développée est assez précise et assez complète. Donc, c'est extrêmement rare qu'on va retrouver cette politique-là dans une déclaration de copropriété. À défaut, on aurait des déclarations de copropriété déjà qu'elles sont lourdes pour la plupart des Oui, copropriétaires. Elles ne finiraient plus. Donc, justement, la politique qu'on a montée dans la trousse est assez volumineuse, puis elle renferme plusieurs outils et mécanismes de protection. Donc, habituellement, elle ne se retrouve pas là, même dans les nouvelles déclarations de copropriété. parfait. Donc, on peut dire que ça n'a pas besoin d'être entériné par l'Assemblée générale. Effectivement. Donc, on la rend disponible aux copropriétaires, puis c'est réglé. Tout à fait. Super. Merci beaucoup. Bon, un instant, je vais juste retrouver. Donc, Madame Mire dit alors dans un PV, est-ce que c'est OK d'écrire le numéro de l'unité? Par exemple, 606 des Godot et non d'écrire le nom du copropriétaire. Est-ce que c'est encore de l'information personnelle puisque c'est l'adresse de résidence du copropriétaire? Je voudrais juste vous entendre là-dessus. Dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a de l'information qui est publique.
Madame Couture, vous êtes propriétaire de l'appartement 303 et c'est connu à travers toute la province de Québec parce que c'est une information qui est produite au registre foncier. Donc, quand on envoie de l'information de ce type-là, ben, il n'y a pas beaucoup de confidentialité. C'est juste la question du traitement, là. Alors, moins on en écrit, mieux c'est, certains diront, mais il ne faut pas à un moment donné ne plus en écrire sans trop comprendre ce qu'on est en train de faire, puis qu'il n'y a pas, dans le fond, une historique des échanges. Là-dessus, je vous dirais que tout ce qui est accusateur, tout ce qui vise à établir Mme Couture, finalement, c'est elle qui est à l'origine de tel sinistre, je n'écrirai pas ça. Je n'écrirai pas ça. Voilà, Absolument. donc, Fait- C'est sûr que dans le chat, on revient beaucoup sur les PV. Je pense qu'avec raison, parce que vous l'avez dit tantôt, Majelka, c'est pas simple non plus de commencer à gérer 2 documents pour une réunion du conseil, puis on a de la misère déjà à en faire un, tout ça. Monsieur Max, afin d'être le plus court, clair et concis dans la confection que doit contenir un procès-verbal, autant celui du CA aussi que celui de l'Assemblée des copropriétaires. Donc, c'est quand même une bonne façon de penser d'être le plus concis et d'éviter le plus possible de mettre des informations qui pourraient relier à quelqu'un. On va peut-être dans un premier temps se rappeler ce que c'est. Là, je vais parler du procès-verbal de l'Assemblée des copropriétaires. Puis on l'a dit, Mme Couture, ce n'est pas la première fois, cette web radio qu'on en parle. Un procès-verbal d'une Assemblée de copropriétaires, ce n'est pas un verbatim de tout ce qui s'est dit à l'Assemblée des copropriétaires. Absolument. C'est surtout pas ça. Quand je regarde les procès-verbaux des Assemblées de copropriétaires en France, ils sont écrits avant l'Assemblée par les syndics. Le syndic a déjà son procès-verbal, il s'agit juste de compléter les noms, parce que le procès-verbal, il est vu comme une prise de décision, puis le droit français oblige le président de séance à signer après l'Assemblée des copropriétaires le procès-verbal. Il ne quitte pas s'il n'a pas signé. Alors, imaginez, comme je le vois dans certaines copropriétés, on enregistre l'Assemblée, puis là, on en a 18 pages de long, comme on est bien loin de l'objectif recherché. Je pense qu'on peut, pour des questions historiques, tenir des notes d'une assemblée de copropriétaires sans que ça en fasse partie prenante de ce procès-verbal-là. Parce que, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est à documenter des prises de décision et surtout de documenter que le conseil d'administration a honoré ses obligations dans le cadre de l'Assemblée. Quand je dis honorer ses obligations, on sait très bien que le conseil d'administration a 2 niveaux d'obligation lors de l'Assemblée. Le premier, c'est de rendre compte de son administration. Ça, je pense que c'est important qu'un procès-verbal relate l'existence d'une reddition de comptes. J'ai les conseils d'administration qui, avec l'avis de convocation, transmettent une genre de reddition de comptes de ce qui s'est passé durant l'année. C'est plus agréable que de commencer pendant 2 heures de temps à dire, ben là, vous savez, on a refait les marches d'escalier, puis là, vous savez, on a fait ça veut dire qu'on est dans une assemblée qui n'a pas été préparée. Alors, plus on est en mesure de le préparer, plus on va moins souffrir dans la rédaction du procès-verbal, plus on va se limiter à ceci. Donc, je reviens au procès-verbal. Ce qu'il faut travailler dans la préparation du procès-verbal, c'est d'écrire avant l'Assemblée les projets de résolution détaillés, précis, pour que, techniquement parlant, on puisse dire, ben, le lendemain, peut-être, on signera le procès-verbal, puis il sera complet. Il sera limité, que dans le fond, essentiellement. Puis là, je rappelle encore une chose, c'est qu'on ne vote pas le procès-verbal de l'année subséquente. Je l'ai encore vécu cette année, là, puis je leur dis, écoutez, comment on va, parce que les gens disent, oui, mais si ce n'est pas complet, comment on va pouvoir voter le procès-verbal? Ben, c'est parce qu'on ne vote pas le procès-verbal. Les décisions, elles sont ce qu'elles sont. Puis si on n'est pas content, on doit les contester dans un délai. Donc, on n'est pas là pour dire que Mme Lévesque a prétendu que finalement, l'aménagement paysager n'était pas très beau cette année. On est bien déçus, dans le fond, du choix des fleurs. Ouais. Puis que le gazon n'avait pas été coupé jusqu'à la fin, puis ça a poussé trop long. C'est sûr que. Et sans compter la négligence de la gestionnaire de s'occuper correctement de l'immeuble. C'est ça. Et des honoraires excessifs des avocats de la copropriété. Et du gestionnaire. Les gestionnaires. Après les avocats, bien sûr. On n'écrit surtout pas ça. Voilà.
Mais justement, sur ce que vous venez de dire, Maître Jolicoeur, on a beaucoup de questions sur le PV, tout ça. Et puis, il y a il y a une personne, Mme Mir, qui dit comment qu'on fait pour savoir si les rencontres du conseil pour la publication, l'envoi aux copropriétaires dans les 30 jours, peut-être que Maître Lévesque peut nous informer là-dessus, dans le sens où un copropriétaire s'attend de comment il sait qu'il y a un procès-verbal du CA ou des résolutions qui ont été prises pour savoir s'il a reçu le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal. Bon, là, on tourne justement dans un cercle vicieux de savoir, ben, si on ne reçoit pas de procès-verbal, comment sait-on qu'une réunion qui a été tenue ou pas? Et on revient aussi à ce qu'on a dit un peu plus tôt. Il se peut qu'une réunion se tienne et sans que décision soit prise aussi lors de cette décision-là, lors de cette réunion-là. Donc, on va l'apprendre ensuite, par exemple, en consultant le registre, parce le registre doit contenir les contrats aussi auxquels est parti le syndicat. Donc, si le syndicat est parti à octroyer un contrat, donc ça fait suite à une décision, bien, on va s'en rendre compte lors de la consultation des registres comme quoi que des contrats ont été donnés, par exemple. Ou si pendant une année entière, on ne reçoit jamais de procès-verbal d'aucune réunion du conseil d'administration, ben encore là, on va pouvoir savoir qu'il y a eu un manquement de communication du procès-verbal à ce niveau. Est-ce que le copropriétaire doit s'attendre qu'on le rende disponible ou on doit lui envoyer le PV du conseil? Oui, avec justement le projet de loi 16 qui est entré en vigueur, qui est venu ajouter comme obligation du conseil d'administration de communiquer le procès-verbal dans les 30 jours de la réunion pendant laquelle une décision a été prise. Parfait. Donc, pour les gens qui s'inquiètent, en principe, le conseil, dans les 30 jours qui tient une réunion et il a pris une décision, doit vous envoyer par une bouteille à la mer, par un courriel ou peu importe, il doit vous transmettre ces documents-là pour que vous soyez capable d'en faire la lecture. Et comme vous avez dit, Maître Lévesque, si on déciderait de contester une décision, c'est que le copropriétaire a 90 jours pour contester une décision du conseil d'administration. Parfait. Tout à fait. Parfait. Donc, là, on est dans notre politique. On l'a rédigé, on l'a rendu disponible. Comment on fait comme syndicat de copropriété pour s'assurer que notre gardien de la sécurité ait fait son travail? Puis comment ça marche s'il y a un bris de confidentialité? Dans le fond, donc, je suis copropriétaire. Comme Maître Jolicoeur l'a dit, mon adresse est publique parce qu'elle est au registre, mais il y a quelqu'un qui a eu mon adresse courriel et je ne sais pas par qui. Puis, il m'envoie un courriel pour me dire que le conseil d'administration a engagé un fournisseur, ils vont faire des travaux de 100 000 $, il faut les renverser. Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la procédure d'un copropriétaire qui pense que de l'information a été compromise? Dans un premier temps, il peut toujours demander d'avoir accès au registre de la copropriété, il peut toujours demander l'état des renseignements personnels à son égard. Il peut toujours demander s'il y a un bris de confidentialité. Mais vous savez, on n'est pas dans un cadre que j'appellerais totalement totalitaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les copropriétaires se mettent à l'esprit de chercher les informations coûte que coûte. Il y a juste, par contre, un point, parce que là, l'heure avance, puis il y a un sujet, par contre, qu'on n'a pas adressé, Mme Couture, ce soir, et qui est pourtant très important, c'est les dispositions de l'article 1068.2 du Code civil du Québec, qui est une mesure législative de grand niveau. On a dit ces mots, mais on n'est pas vraiment allé sur le fond, c'est-à-dire l'obligation qu'a le syndicat de communiquer à un prometteur acheteur les documents et renseignements sur la copropriété, c'est 1068.2. Et ça, c'est nouveau. Et ça, je vous dirais que là-dessus, c'est pas trop connu, autant des courtiers immobiliers qui commencent par contre à connaître la mesure, autant également des prometteurs acheteurs. Celui qui a une promesse d'achat acceptée sur une unité d'habitation est en droit d'exiger, un peu demander, d'exiger de la part du syndicat les documents, renseignements concernant l'immeuble, donc c'est l'entièreté de la copropriété. Et le syndicat est tenu de par la loi de lui communiquer
les informations et les documents. Donc, il y a 2 niveaux de communication, documents et renseignements. Alors, évidemment, tout ça dans un objectif avoué de permettre à un acheteur de prendre une décision éclairée. Je vais-tu acheter dans cette copropriété-là? Est-ce qu'on a des problèmes? Et vous savez que les informations peuvent aller aussi loin que de dire, bien, écoutez, dans cette copropriété de 6, c'est quoi le pourcentage des impayés? Moi, je veux-tu aller acheter dans une copropriété où j'ai un copropriétaire sur 2 qui ne paye pas ses frais de condo? Donc, ça peut aujourd'hui aller très, très loin. Et je vous dirais que c'est là que c'est le volet le plus embêtant pour les administrateurs de gérer la protection des renseignements personnels. Bon, certes, la loi dit, à partir du moment où je communique à un prometteur acquéreur de l'information, je dois donner le même degré de communication de documents et d'informations au copropriétaire en place. Donc, vous comprenez que celui qui peut revendiquer cette information-là, c'est quelqu'un qui a une offre d'achat acceptée avec conditions suspensives. On va commencer à rentrer là-dedans. Puis aujourd'hui, les courtiers immobiliers qui sont, dans le fond, qui s'y connaissent en cette matière, vont prendre ce qu'on appelle l'ancien formulaire qui était la DRCOP, la demande d'information sur la propriété, puis ils vont vous défiler tout ça. C'est quand même un travail exhaustif pour les conseils d'administration de commencer à trier les renseignements personnels versus, dans le fond, l'exercice des droits d'un propriétaire acquéreur. Et c'est un équilibre pas facile. Puis il faut comprendre que là-dessus, le syndicat va devoir les fournir, mais va pouvoir revendiquer du propriétaire acheteur des frais raisonnables. Et c'est quoi des frais raisonnables? Bien là, plus on en demande, plus ça risque d'être déraisonnable. Moi, si j'ai un administrateur qui doit passer 3 jours à faire le tri d'informations puis à prendre un gros stylo noir, parce que c'est ce qu'il va devoir faire. Il va devoir enlever tous les renseignements personnels dans les données, les informations qu'ils vont communiquer. Et ça, par contre, ça risque d'être lourd pour les conseils d'administration s'ils n'ont pas mis en place une politique, puis surtout une façon de faire. Puis juste pour revenir à la trousse que l'on offre chez Downton Rainville, on a une séance d'information, je pense, Maître Lévesque, là, qui est prévue dans le processus de formation pour justement préparer les administrateurs à gérer la communication des renseignements personnels. Puis l'article, en plus de 1068.2, prévoit qu'il doit le faire avec diligence. Donc, ensuite, ça va être de conjuguer aussi les délais de la condition qui est inscrite à la promesse d'achat avec l'obligation du syndicat de fournir les informations et prendre le temps aussi de s'assurer que la protection des renseignements personnels qu'ils contiennent soit bien protégée. Donc, ça va être assez particulier là, dans les mois et les années à venir, à voir les litiges soulevés, par exemple, qu'un copropriétaire ou un prometteur acheteur pourrait dire, ben moi, tu m'as empêché d'acheter une unité, ou le propriétaire dire, ben tu m'as empêché de vendre parce que ça t'a pris trop de temps avant de transmettre les délais, puis moi, j'avais une délai à ma promesse d'achat. Donc, ça va être peut-être de prévoir justement certains documents qui seraient communiqués déjà à l'avance avec protégés, dont les informations justement personnelles, confidentielles seraient déjà caviardées, quitte à les particulariser pour une unité ensuite là, s'il y a des éléments à ajouter lors de la transmission. Mais vous me faites penser à une question, Maître Lévesque. Effectivement, ça va bien aujourd'hui. Nos gens nous écoutent et disent ben, à partir de demain, on fait notre procès-verbal comme ça, on enlève l'information qui soit toute prête. Est-ce qu'on doit revenir dans le temps de certains moments, de certaines années? Est-ce qu'il y a des années où ce qui était avant n'est encore. Je ne sais pas si la question est claire, mais est-ce que je dois faire un retour en arrière? C'est-tu quelque chose qui est à faire? Ou on se met une ligne de pensée qu'à partir d'aujourd'hui, la loi existe et on fait notre travail comme il faut tout de suite? Mais tu sais, il y a aussi le fait qu'habituellement, la demande qui est faite ben, précise les documents auxquels on veut avoir accès. Donc ça facilite beaucoup la demande parce que c'est pas un bar open, comme on dit dans le registre de copropriété, pour tout avoir les informations qui s'y trouvent. Là. Donc, il faut cibler les informations qui sont pertinentes, ça le dit bien dans l'article, là, qui pourraient aider l'acheteur, le prometteur acheteur, à prendre une décision éclairée par rapport à l'acquisition de son unité qui comporte aussi la quote-part relative dans les parties communes. Donc, c'est aussi les informations relatives aux parties communes là, qui doivent être divulguées. Tout à fait, comme l'étude de fonds de prévoyance, ces choses-là. Surtout ça qui permet à un éventuel acheteur de savoir qu'est-ce qui s'en vient, les documents des assemblées précédentes, etc.
On a des questions dans le chat. Est-ce que l'on peut demander, sans toutefois vouloir vexer le gestionnaire, le syndicat ou le CA, avoir cette trousse et participer à ce type de rencontre? Je comprends que la question est comme si Mme Mire était une copropriétaire. Donc, est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on peut demander, sans toutefois gêner des gens, de pouvoir participer à la rencontre de votre service de trousse? La prestation est offerte au syndicat de copropriétaires. Donc, si effectivement le syndicat veut déléguer une copropriétaire à la formation, il n'y a aucun souci. Hein. Parfait. Donc, ça, c'est beau. Madame Mariette, si AGA à l'horizontale, est-ce que la même obligation de transmettre les PV dans les 30 jours aux 100 copropriétaires ou plus? Raphaël, vous faites déjà Oui. oui, parfait. Ouais. Et coût important en photocopie? Ben, Alors, c'est peut-être un peu le temps de oui, penser au 21e siècle. Là. Et là-dessus, lorsque on fait des réécritures de déclaration de copropriété, on a maintenant des clauses qui visent à dématérialiser justement l'envoi de la communication. Il faut arrêter d'abattre des forêts pour envoyer à 400 copropriétaires dans une communauté initiale l'ensemble des documents. Donc, d'où la nécessité de revoir les déclarations de communauté, désactualiser pour réduire, mais il faut comprendre qu'on est dans une situation où on ne distincte pas les grandes copropriétés des petites copropriétés. ouais. On a une question de monsieur ou madame Caron. Par exemple, si une copropriétaire a reçu un avis d'infraction, doit-on caviarder l'événement ou seulement les infos qui identifient la copropriétaire? Donc, ça, on revient encore toujours à la même chose. Qu'est-ce qu'on met dans le procès-verbal? Et là, j'ai hâte de vous entendre parce que sur des dossiers d'amende et tout ça, c'est souvent très émotif en plus, là. Donc, j'imagine que, je ne sais pas si Maître Lévesque, vous voulez me répondre là-dessus, là, mais qu'est-ce qu'on note sur les amendes? Parce que certains syndicats en émettent beaucoup par force. Par force. Mais par exemple, on revient aussi aux commentaires de Maître Gelcard d'un peu plus tôt. Il faut communiquer ce qui est pertinent. Donc, par rapport à l'infraction, qu'est-ce qui est pertinent de communiquer? Ben, c'est peut-être pas de dire non plus, ben, tel copropriétaire, c'est lui qui a porté plainte, donc on a émis un constat d'infraction. Est-ce que c'est pertinent de le mentionner? Puis c'est quoi la décision qui est prise? Si la décision qui est prise lors de la réunion, par exemple, d'émettre un constat d'infraction, ben, on va pouvoir dire qu'on a pris la décision d'émettre un contrat d'infraction pour telle raison, mais pas nécessairement mentionner qui a porté plainte puis qui non plus reçoit l'infraction en soi, parce que c'est pas pertinent pour le copropriétaire, les copropriétaires d'avoir ces informations-là. Parfait, super. Donc, il y a vraiment je sens que vraiment, il y a, attendez un petit peu, il y a quelqu'un, monsieur ou madame Brahim, si le gestionnaire partenaire refuse d'envoyer ses PV au copropriétaire, ce qu'il faut faire, c'est de lui demander, puisque c'est une obligation et le gestionnaire se fait, je m'excuse d'avoir répondu à votre place, mais le gestionnaire doit les transmettre au nom du conseil, selon les mêmes délais, etc. Donc, ce qu'on doit comprendre, puis j'aimerais ça qu'on commence à faire un petit rappel par vous deux avec vos expériences sur si on part à zéro aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme bonne pratique comme syndicat pour s'assurer qu'on est bien outillé puis qu'on est capable de faire face à nos obligations et puis qu'est-ce qu'on veut mettre les choses très propres dans notre syndicat. Moi, je dirais que dans un premier temps, il faut comprendre le sens de la loi. Il faut comprendre pourquoi on a ces mesures-là. Puis une fois qu'on comprend le pourquoi de ces mesures-là, c'est plus facile à décliner. On a une loi actuellement qui est un monstre législatif pour une copropriété de 2 lots. Là. Dans une copropriété de 2 lots, Même 6. on va commencer par 12, hein, par 6, par 12, ainsi de suite. Donc, il faut juste trouver, puis c'est justement dans l'accompagnement qu'on fait chez Danton Rainville, l'accompagnement de professionnels qui vont justement faire une formation dédiée à la protection des renseignements personnels. Parce que
écoutez, on parle de sommes là, qui ne sont pas très élevées. Hein. Quand vous êtes membre du RGCQ, on parle de, vous me corrigez, Maître Lévesque, de 750 pour les membres, 850 pour les non-membres avec une formation, puis la trousse. Là. Alors donc, il faut, pour commencer, comprendre le sens de la loi, décliner le sens de la loi avec les obligations qui sont prévues dans le Code civil sur la tenue de registre, décliner la loi aussi avec notre obligation comme conseil d'administration de dévoiler des documents et de l'information. Et là, c'est le dosage. Ça prend également une discipline dans la rédaction des procès-verbaux. Il faut expliquer à notre secrétaire d'Assemblée annuelle de courrier-terre de rédiger son procès-verbal de l'Assemblée avant l'Assemblée. Pas compliqué, là. On sait les sujets qui vont être traités. Puis après ça, durant l'Assemblée, on va juste compléter les informations manquantes, puis on se discipline pour ne pas faire 18 pages de procès-verbal. Il faut falloir commencer à un moment donné aussi expliquer à nos copropriétaires des assemblées courrier-terres pourquoi ils n'auront pas 18 pages pour la prochaine assemblée annuelle. Ils pourront prendre des notes s'ils veulent revenir. Puis, il faut aussi amener le conseil d'administration, dans la mesure du possible, à préparer sa reddition de compte en amont de l'Assemblée. C'est tellement plus facile, Mme Couture, quand le conseil d'administration a pris le temps que d'improviser. Bon, puis là, c'est encore là de la discipline. Ça, c'est le volet procès-verbal, gestion des données personnelles pour l'Assemblée scrutinaire. Puis le conseil d'administration, c'est d'avoir comme deux types de procès-verbaux. Procès-verbaux plus interne au conseil d'administration, procès-verbal qu'on va communiquer avec les décisions prises lors des assemblées, d'avoir deux types en parallèle. Puis, on peut dire, par exemple, on va se lever la séance à 19h55 pour le volet des décisions. Puis à partir de 20h, bien ça, c'est le secret, l'élément qui est en huis clos. Vous savez, si on regarde des organes qui sont un peu similaires à la copropriété, parlons des conseils de ville, hein. Les conseils municipaux, tout le monde est allé peut-être un jour. Bien, vous savez que les élus se réunissent avant l'assemblée du conseil municipal, toujours en amont, plein de décisions. Puis quand on va à un conseil municipal, là, puis vous écoutez ça, là, c'est pas drôle, puis c'est plate. Bon, ils vont vous présenter résolution telle d'acheter un camion de pompiers pour faire plaisir à notre chef, d'acheter une balayeuse. Ils vont vous lire, ils vont vous décliner, et après qu'ils aient pris les décisions, ils vont voir l'ouverture pour les citoyens à des questions. Ben, on est des mini-conseils municipaux. Il faut être capable d'amener cette rigueur-là dans nos copropriétés pour justement limiter les risques de conflictuels, comme le soulignait Maître Lévesque, de se ramasser avec des amendes, de se ramasser avec des recours. Et cela étant dit, c'est important aussi de souligner que nos polices d'assurance, syndicats de copropriétaires, ne couvriront pas pour les sanctions pénales, hein, c'est des bris de confidentialité, puis les administrateurs sont poursuivis, vous n'êtes pas couvert par votre police d'assurance. Donc, vous parlez bien de l'administrateur et dirigeant qui ne sera pas présent au rendez-vous. C'est ça. Donc, s'il y a des poursuites pénales, des amendes, ils ne sont pas couverts, les administrateurs. S'il y a des poursuites en dommages, c'est autre chose. L'assureur va vraisemblablement couvrir selon les conditions de la police. C'est tout ça, Mme Couture, qu'il faut réfléchir quand on est sur un conseil d'administration, puis il faut accepter aussi de se faire aider par des professionnels pour que justement, on ait des modèles, on ait une structure pour faciliter l'exercice pour ceux qui sont des bénévoles sur les conseils d'administration. Ça, on ne le dira jamais assez. Puis, je pense qu'on a été habitués dans une certaine cadence, possiblement avec des anciennes façons de rédiger des procès-verbaux, etc. Justement, Mme Pépin mentionne si on doit marquer les noms dans le PV des proposeurs et secondaires lors de l'adoption d'une résolution en Assemblée générale. Il n'y a pas d'obligation dans la loi de mettre un proposeur et un secondaire. C'est plus une façon de faire qui existe. Tu sais, dans le fond, le président de l'Assemblée va demander le vote. Souvent, c'est Mme Couture va proposer. Mais même s'il n'y a pas personne qui seconde, elle a proposé. Puis là, le président de l'Assemblée va déclencher le vote. Il va constater. Mais si je n'avais pas un secondaire, est-ce que la résolution serait valablement adoptée? Bien, la réponse est oui. Parfait. C'est quand même une bonne question parce que ça, c'était plus des choses qu'on voyait à l'époque plus loin. Donc, il est déjà 20 heures.
Je pense qu'on a couvert beaucoup de choses. La seule chose qu'on peut faire comme rappel, c'est que, bon, c'est pas simple, mais je pense que c'est plus dans votre méthode de travailler comme administrateur de syndicat. Et je pense qu'on l'a précisé à quelques reprises, une assemblée générale, ça se prépare bien. Maintenant, aussi, les conseils d'administration, ça se ferme bien, ça se close bien. On va être prêt. Maître Lévesque l'a dit tantôt, c'est que on s'assure à partir d'aujourd'hui, de mettre nos procès-verbaux comme si quelqu'un voulait les consulter dès demain matin. Donc, comme ça, vous évitez des problèmes. Donc, merci à tous nos auditeurs et auditrices. Merci, Maître Lévesque. Première fois à l'émission. J'imagine qu'on va vous revoir. Ça sera un plaisir pour moi de vous revoir à des web radios. Plaisir de te partager. Merci. Maître Jolicoeur, gros merci encore, toujours Merci. disponible. Je vous invite à contacter, merci à notre commanditaire Dunton Rainville ce soir et de les contacter d'ailleurs pour, merci au RGCQ aussi pour sa présence avec notre collègue Lanceny et Gabriel qui sont derrière à s'occuper de que tout se passe bien. Merci beaucoup. Mais je vous invite, s'il vous plaît, chers syndicats, si vous n'avez pas encore, tu peux laisser la fiche pratique Lanceny, mais m'amener, dans le fond, amène-moi la fiche pratique pour la trousse, s'il te plaît, dans le sens où je vous invite tout de suite, ceux qui n'ont pas mis en place cette politique-là, ce qui vous est offert à un coût extraordinaire dans le bon sens. Écoutez, vous ne cassez pas la tête. Commencez pas à essayer de faire ça par vous-même, là. Vous risquez de travailler très, très fort pour très peu de résultats parce que c'est complexe, c'est costaud comme loi. Donc, vous avez les coordonnées de la paralégale, Madame Hélène Jolicoeur en bas. Vous avez son courriel et s'il vous plaît, mettez les choses bien en structure dans votre syndicat pour éviter des problèmes. Parce que vous allez voir que ça coûte beaucoup plus cher de défaire des choses qu'on n'a pas voulu bien faire avant. Et ça, c'est un conseil très, très important. Lanceny, si tu peux me ramener aux fiches pratiques, parce que je vais inviter les gens. Il y a eu beaucoup de questions ce soir sur les procès-verbaux. Donc, on a deux types de procès-verbaux, mais vous avez des fiches pratiques sur les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Vous avez aussi les procès-verbaux de l'Assemblée des copropriétaires et on a aussi la fiche pratique pour la protection des renseignements personnels. Donc, allez les consulter. C'est très, très bien fait. Souvent, dans notre politique de gestion chez Condo Stratégiste, quand les copropriétaires nous posent des questions, ils s'informent sur des choses, on glisse toujours une des fiches pratiques parce que c'est ultra complet comme sujet. Donc, on espère avoir répondu à vos questions, chers copropriétaires et administrateurs qui étaient présents. Et on vous invite aussi à la formation du Condo 101. Pour ceux qui s'intéressent, c'est jeudi prochain. C'est une journée entière avec Maître Jolicoeur. Et on vous invite à vous inscrire. Donc, c'est en collaboration avec le RGCQ. Allez sur le site. Vous avez le petit QR que vous pouvez scanner. Donc, on vous invite à vous inscrire là-dessus. Il y a une autre formation aussi, l'assurance, qui est excellente avec Maître Jolicoeur. Donc, s'il vous plaît, allez parfaire vos connaissances. Donc, merci encore une fois. Et dans 2 semaines, nous allons revenir sur les rôles des administrateurs, les responsabilités des administrateurs, parce que plus il y a de nouvelles lois et tout ça, plus ça se complique. Et je pense qu'une bonne petite mise à jour sera à faire lors de notre web radio du 27 mars. Donc, merci encore à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, Maître Lévesque. Merci, Maître Jolicoeur. Plaisir. Merci.